Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Vivre l'entreprise. Collection Vivre l'entreprise, série Management et ressources humaines. Cette collection regroupe des ouvrages consacrés aux méthodes et à la réflexion sur l'organisation humaine des entreprises. Déjà paru. Eric Schmoll, Le management interculturel. Approche ethnologique, 2016. Frédéric Plan, Entre stress et détresse, des outils pour comprendre et agir, 2016. Lionel Guillain, Le management par le zen. Nouvelles perspectives au service de l'entreprise, 2016. Stéphane Marinier, Moi, manager. Essai sur la légitimité et l'autorité managériale. De la philosophie à la pratique, 2016. Christophe Andevert, Les 8 valeurs gagnantes des managers épanouis et performants, 2015. Denis Christol, Humaniser la formation des dirigeants vers un leadership démocratique, 2014. Michel Gibert, La créativité n'est pas un jeu. Une approche nouvelle de la psychologie du travail, 2014. Yves Cinotti, L'accueil, l'autre déficit français, 2014. Jean-Raymond Loisel, Un manager sur le chemin des ressources humaines, 2013. Jean-Marie Gog, Le management n'est pas un long fleuve tranquille, 2013. Tony Jagu, Changer d'air, 2013. Avant-propos. L'espèce humaine est dépourvue d'instinct. Aucun lien atavique ne façonne le comportement individuel. Rien d'autre que le choix consenti ne nous relie entre nous. Pourquoi faire entreprise ? Sous la même enseigne ou au cœur d'un écosystème d'indépendants ? Depuis les origines de l'activité d'entreprendre, c'est l'affect davantage que le pur instinct de survie ou de domination sur autrui qui vient à l'homme et à la femme accomplis, qui pérennise cette activité économique et sociale y compris au-delà de leurs existences. Dans la Grèce antique, Aristote pose le principe de la socialité, l'homme est un animal social. Il veut dire par là que les désirs d'appartenance l'emportent sur les besoins de domination. Ainsi, lorsqu'une entreprise se constitue, lorsque des individus font société ensemble, c'est sur ce principe-là qui a été nommé depuis en droit romain, affectio societatis, doublé souvent d'une condition de intuitu personae. Cette deuxième locution latine désigne le choix électif, nominatif. Affectio societatis. L'affectio societatis se matérialise par la volonté de céder à titre individuel une part de ses actifs. Pour ce qui est du pacte d'associés, il s'agit d'un engagement matériel et moral. Pour ce qui est du collaborateur salarié ou partenaire, c'est toute son intelligence, son travail, son énergie qu'il cède. L'homme n'a pas attendu d'être en management libéré pour libérer son humanité, pour la mettre au service du collectif. L'objet social ne suffit pas à définir l'entreprise, ni même le fonds de commerce généré, pas plus que les investissements qui constituent un patrimoine de valeur comptable. Peu importe aussi la valeur de l'action, ou le montant de la levée de fonds. Les hommes et les femmes se réunissent par un affect les reliant. La toute première transaction est de donner et de prendre de l'affect les uns des autres. Mais au bout du bout, l'entreprise c'est bien plus que l'addition des affects des hommes et des femmes qui la composent. C'est une énergie bien à part qui se crée, et qui permet de créer ensemble. Cela a toujours été ainsi. Mais cela est plus que jamais visible aujourd'hui, sur la scène des nouvelles technologies qui relient les freelances en écosystème et les collaborateurs de la grande entreprise en réseau et en écosystème hors de toute chaîne de pouvoir, de toute limite statutaire. Ceux qui souhaitent intraprendre peuvent être portés. Il est possible de clamer la contrainte d'une telle injonction à la liberté et le burn-out, ou le bore-out, bien réel, de brandir l'idéal déçu ou détourné. Ce sont aussi des affects légitimes qui équilibrent la donne et qui font avancer. Les affects. La pierre angulaire de l'Église entreprise de la communauté est posée. Mais qu'est-ce au juste que l'affect ? Contrairement aux représentations du monde engrangées dans l'expérience, l'affect surgit en soi-même et demeure inconscient. Il se révèle à la conscience par la décharge qu'il produit, et dont il a absolument besoin, et ceci de façon régulière. Car l'origine de cette décharge est pulsionnelle, elle part des besoins du corps, puis sexuelle, elle part des besoins des zones érogènes qui recouvrent ce corps et qui associent le plaisir à la satisfaction des besoins vitaux.
Les affects, en effet, ne sont pas faits d'émotions ni de sentiments. La culture seulement leur donne cette coloration. Ces sentiments, ces émotions n'apparaissent qu'au bout d'une chaîne signifiante, porteuse de sens. C'est cet enchaînement libérateur que nous allons explorer ensemble dans cet ouvrage singulier. L'enchaînement des pulsions, des fantasmes et enfin des relations que la vie sociale implique fait passer de l'état sauvage que nous avons frôlé de nos élans naturels érotiques à l'humanisation accomplie. C'est à la faveur de ce parcours initiatique qu'il ne sera que joie d'érotiser l'entreprise. Le processus est exigeant pour chacun, le résultat n'est jamais acquis mais toujours atteignable. Reconnaître ses pulsions et ses fantasmes et avec cela oser la relation. Le besoin d'une décharge évolue vers le plaisir ou le déplaisir de l'échange et de la création. L'entreprise, l'écosystème pour les indépendants, offre la plateforme qui convient à l'être humain. Elle est faite d'autres hommes et d'autres femmes qui offrent à chacun d'entre eux à la fois une contenance et une stimulation. Elle est un petit monde dans le grand. Et cela tient à tous ses membres en même temps. La connaissance de soi et le développement personnel constituent des aides parfaitement intégrées aux côtés des apprentissages techniques. L'essor des connaissances et des pratiques comportementalistes et cognitivistes en deuxième partie du siècle dernier y a fortement contribué. Les neurosciences donnent l'accès aux ressorts les plus cachés. Mais rien de tout cela n'a accès à l'inconscient d'où surgissent tous ces leviers de vitalité que nous citons. Les affects qui nous relient, les pulsions qui sont à l'origine, les fantasmes qu'elles suscitent et la folie douce, nous aimons la nommer douce, de nos névroses, c'est-à-dire de notre personnalité face à l'autre. Les pratiques normées et normatives du comportement et des représentations présentent le bénéfice de constater, de nommer et de proposer des aménagements salutaires pour l'ensemble. À côté de ces pratiques, très maîtrisées, subsistent d'autres pratiques qui s'intéressent au sujet. Celles d'inspiration psychanalytique. Elles se déploient dans les institutions particulièrement sensibles à l'humain et au respect de sa complexité, puisqu'il en va du respect de la complexité vivante de l'ensemble, de son équilibre naturel. Ces institutions sont celles de la santé, du social, de l'environnement aussi de plus en plus. C'est notre volonté dans cet ouvrage, comme cela l'est dans notre pratique et dans nos enseignements universitaires auprès de managers et dirigeants, de répandre les moyens que ces institutions se donnent à l'ensemble des établissements et des réseaux de la vie économique, dont le sentiment de responsabilité et d'engagement profond et durable est accru et c'est réjouissant. Nous avons pensé y venir tout simplement par ce chemin vital de l'éros qui occupe une position centrale dans la conceptualisation psychanalytique, sans considération pathologique. C'est la volonté de notre duo, mais aussi celle des nouveaux coachs analystes qui se forment auprès de nous, en groupe dédié ou dans les cursus universitaires au sein desquels nous apportons notre contribution, et celle des professionnels qui nous choisissent en groupe d'analyse de pratique, RH, managers et consultants. Leurs témoignages seront clés dans les pages qui vont suivre. De l'entreprise à l'entreprendre. À l'heure de la révolution numérique et de la prise de responsabilités accrues des managers de terrain et de leurs équipes face au public, clientèle, marché, actionnaires, investisseurs, salariés, candidats, partenaires médias, distributeurs ou industriels, la performance et le contrôle des performances ont atteint leurs limites. La diffusion, largement aidée par les technologies, largement surveillée d'elle aussi, de bonnes pratiques et les possibilités de la concertation préalable limitent les jeux du hasard, connus pour être au cœur de l'innovation. En créant des espaces sous cloche, nous réduisons souvent les braises de l'anticonformisme au foyer de la maison commune. Les notations et les feedbacks se sont banalisés. Leurs effets pervers dans les rapports entre les collaborateurs se sont étendus aux rapports jusque-là humains, avec son hôte, son restaurateur, son médecin. Les initiatives deviennent mesurées et opportunistes. Le coût d'entrée est tellement faible. Même s'il peut s'agir de lever des millions, cela est possible. Les patients dessinent ainsi des petits parcours individualistes ou en groupes restreints de clones, dans les bulles dans lesquelles les algorithmes d'Internet nous sélectionnent. Cela empêche les vraies rencontres, le brassage erratique, l'articulation insolite et le rayonnement intense de nouvelles lanternes de par le monde. Et ceci se vérifie aujourd'hui quelle que soit la taille de l'entreprise, y compris en entreprise individuelle aux prises avec son réseau et son écosystème. Quelle place et quel temps peuvent être accordés,
dans ces conditions ultra maîtrisées, au souffle, à la sueur, aux éclats de rire et de larmes des hommes et des femmes, autre qu'un séminaire de ressourcement, un espace de détente ou de jeu dans les locaux, des consignes de bien-être au travail ou de prise en charge de la rébellion dans des boîtes à idées ou des hackathons. Car ces offres New Age ou New Deal sont issues de la même tyrannie qui sévit dans l'entreprise et qui a atteint le paroxysme de tout faire pour que ça marche. Pour être entreprise plutôt qu'oser entreprendre, laisser au vent et au courant contraire la mise à l'épreuve en continu d'une éthique incarnée, d'un télescopage naturel des désirs qui se nourrissent en son sein. Mise en bouche. Érotiser l'entreprise ? Il est DRH. Il l'est depuis 20 ans déjà. Il a connu des confrères militaires, puis, la crème des HEC, ceux qui délaissent la finance devenue trop immatérielle pour le plaisir retrouvé de trancher dans la chair. Et aujourd'hui, avec la montée des digital natives, il se demande si ce n'est pas au Club Med que la fonction irait se former. Et devenir des gentils organisateurs, des Chief Happiness Officers. Il se fournit lui-même, comme bon nombre de ses confrères et managers, auprès de start-up du conseil et du développement humain sans y toucher. Celles qui offrent des classes virtuelles et des hotlines pour retardataires de la bonne compréhension, celles partagées par le plus grand nombre. Lui, il n'y comprend rien au fond. C'est pourquoi il est engagé à titre personnel dans un parcours d'accompagnement, d'inspiration psychanalytique avec André de Châteauvieux et Eva Mattessans en duo. Il compose dès lors avec l'entreprise qu'il emploie, et l'entreprise de soi. Il a appris à faire des pitchs à chacun de ses NN, et leur simplifier le quotidien car une direction des ressources humaines est sur tous les fronts à tous les instants. Il est lui-même imbattable devant une caméra braquée sur sa vision du métier. Mais en séance intimiste il avoue qu'il n'en a pas de vision, qu'il s'adapte comme il peut, souvent les yeux fermés, que les verres correcteurs en entreprise pour voir de près et de loin sont pipés. Alors, érotiser l'entreprise, de quoi voulez-vous parler vous deux ? Il doit nous soupçonner d'être aveuglés de notre propre danse érotique à deux tout juste bonne, à lui réhabiliter l'âme d'une séance à l'autre. Et pourtant c'est bien de cela que nous voulons nous mêler, d'un engagement à ciel ouvert et de la continuité qu'est la vie. Cesser les interventions coup d'éclat, coup de gueule ou coup de poing. Ne plus être de ceux qu'on consulte pour se divertir et se rassurer, ou pour faire le sale boulot et disparaître sans tarder. Allumer la flamme, cela oui. Faire comprendre que tous les souffles sont bienvenus. Et les creux de nos mains pour foyer improvisé. Mais c'est de son propre aveuglement qu'il désire se défaire en nous regardant jusque dans nos initiatives personnelles. Il se voit, lui, dans la cour de récréation où il se faisait battre petit par des plus petits que lui. Grand DRH envoyé aux cordes par les syndicats aujourd'hui, il aime ça. L'affect de cet homme s'est forgé entre sa famille nombreuse et les collectifs où il se perd pour se trouver. Est-ce bien nécessaire de revivre ces conditions subies ou plutôt recréées ? Neurotica. L'ambition du tout premier ouvrage de Freud portait ce nom, et consistait à révéler la prédisposition humaine toute précoce à la recherche de la satisfaction sexuelle. Il s'agissait d'une prédisposition psychique, les organes sexuels restant immatures jusqu'à l'adolescence. Nul besoin d'un abus de perversion du père ou de la maltraitance du groupe entier d'accueil, la famille, la pension, pour rendre l'enfant obsédé de son plaisir comme du déplaisir, comme Freud le découvrira aussi plus tard. Érotica, ce pourrait être le nom de code de l'expression de ces mêmes phénomènes humains et naturels en entreprise. Le titre condensé de cet ouvrage. Le collaborateur n'a pas besoin d'avoir affaire à des collègues parano, ou à des chefs pervers et narcissiques, les personnalités dites toxiques de l'organisation, pour ressentir l'intensité de relations que souvent ils recherchent inconsciemment. Nous naissons tous avec l'éros et ses tentations, un laissez-passer pour la vie, un badge pour l'entreprise qui est la scène de notre quotidien le plus souvent. Le potentiel érotique du collaborateur. Et que ça pulse ses fantasmes et que le désir tiraille. Nous ne différons des Néandertaliens que par une infime modification sur un chromosome donné. Une mutation insolite du génome qui aurait permis l'élancement dans l'inconnu, la traversée des mers sans aucune certitude de terre à l'horizon, toute la fièvre humaine d'exploration, de créativité et de destruction. En résumé, un gène de la folie.
Svante Pääbo, biologiste contemporain. L'homme est un animal social. L'homme est une bête de sexe intimement. Comment concilier ces deux penchants? C'est possible parce que l'activité sexuelle, prédatrice, dominante, la libido personnelle est refoulée dans l'inconscient. Elle surgit dans le corps, via les pulsions, qui ne trouvent pas d'équivalent direct, acceptable socialement. C'est une énergie qui s'investit dans la création osée, dans des réaménagements à partir des pièces reprouvées, l'élan de viol et de meurtre, la voracité d'un seul, cela donne des polars, des toiles de maître faites d'éclats que le maître aimerait rassembler, des engins qui retournent la réalité, des associations caritatives qui forcent le bien. Les sciences, les techniques, la culture et les arts se nourrissent de gestes insensés. Cela donne des explorations et aujourd'hui des fusions-acquisitions où les nouveaux indigènes peuvent être broyés, des prises de marché avec la création de toutes pièces d'une demande et d'une nouvelle vague de consommateurs, même s'ils n'ont pas de quoi payer, cela donne des crédits surgis de rien, des paysages dévidés par des tunnels, du canal de Suez à l'Eurotunnel, des IA et des GAFA. L'activité économique et sociale s'accélère quand l'homme est débridé. Mais prenons plutôt un témoignage vivant, celui d'une femme, universelle, et du temps où elle est bridée, pour mieux vous permettre de vous identifier. C'est un accompagnement personnel du côté d'Eva Matessans, et son récit est fait par Eva. Il s'ouvre comme cela. Elle a pris soin de devenir mon amie sur Facebook, une année auparavant. Karina habite ma ville, une petite ville de province. Nous ne nous y rencontrons pas. Jamais. À peine si elle met un commentaire ou même une photo volée, lorsqu'en week-end avec André, nous fréquentons le marché. Un beau jour, elle me demande via Messenger de l'accompagner dans sa transition. Premier rendez-vous. Séance tenante. Tout se déroule comme il faut. Du point de vue de son évolution professionnelle, il n'y a, comme on dit aussi, rien à redire. Elle est insérée, capable et expérimentée. Du point de vue de sa famille, elle la cultive. Elle est revenue ici, dans cette ville de province, sur les pas de son enfance et de ceux qui restent. Du point de vue de son couple, elle n'en a plus, elle en a eu assez. Sa demande auprès de moi est de se faire accompagner dans un projet professionnel en indépendante. Ses attentes sont de se défaire du poids de son passé, qui jusque-là ne semblait pas la gêner. Elle souhaite s'affranchir des jugements, des craintes et des leçons que son entourage pose autour de chacun de ses actes. Elle en frémit plus qu'elle n'y pense. Elle est lasse et à la fois si agitée. Au bord des larmes souvent. Je reconnais bien ce désir entravé. Pour renouer avec son envie, rien de mieux que la parole libre et la présence des corps. D'autres rendez-vous s'ensuivent alors. Nous la retrouverons plus loin. Mais quel est cet appel du dedans dont nous parlons, et qui s'exprimerait largement dans un véritable corps à corps? Plutôt que dans les on dit il faut, fais attention, ou même l'opposition d'un non qui reste un mot. Place au premier chapitre de l'Éros, le corps pulsionnel. Redonner corps aux pulsions. L'homme ne jouit pas de l'instinct de l'espèce. L'être humain est agi par des pulsions dont le caractère est généralisé, mais dont l'expression est toute personnelle puisqu'elle se modèle au contact de l'environnement proche. La mère en tout premier lieu, la famille, les traditions intrafamiliales et les rapports avec la culture d'origine ou d'adoption, et les deux souvent. Le concept de pulsion nous apparaît comme un concept limite entre le psychique et le somatique, comme le représentant psychique des excitations issues de l'intérieur du corps et parvenant au psychisme, comme mesure de l'exigence de travail qui est imposée au psychique en conséquence de sa liaison au corporel. Sigmund Freud, Pulsion et destin des pulsions, 1915. La pulsion est une poussée qui a sa source dans le corps, et qui s'adresse à un objet extérieur pour sa satisfaction, ou plutôt pour sa liquidation temporaire sous la forme d'une décharge. La vie pulsionnelle reprend aussitôt. La pulsion est contraignante et permanente. Elle se retourne aussitôt à sa force vive, à l'élan vital qui l'origine. Freud entérine son caractère inéluctable dans son œuvre de 1920, au-delà du principe de plaisir. Les guerres et l'Holocauste entérinent sa force sur le terrain, les champs de bataille et les camps d'enfermement et de massacre. Les pulsions de mort contribuent paradoxalement au sentiment d'existence. Le distinguo entre les deux tendances pulsionnelles de vie et de mort est ainsi tardif. Il est aidé dans son émergence par les évolutions sociales et guerrières.
Les premières tendances identifiées dans l'étude des pulsions sont celles des pulsions sexuelles, celles qui cherchent effectivement à se satisfaire dans un objet extérieur, et les pulsions d'autoconservation. C'est un peu la différence entre l'attaque et la fuite ou le retrait dans le règne animal, car ce qui est appelé le cerveau reptilien est la dotation de base de notre psyché. Notre volonté, le développement de l'esprit critique à l'âge adulte, qui a été identifié au niveau du cortex préfrontal, s'y ajoute. Une représentation plus avancée est effectivement celle des pulsions de vie, et des pulsions de mort qui peuvent être au service de la vie aussi, qui le sont. Les pulsions de mort ne correspondent pas à une mort effective mais peuvent correspondre à une protection excessive du narcissisme qui s'installe une fois que nous sortons de l'état de détresse originel, celui du nouveau-né puis de l'enfant dépendant. Cela ne va plus de notre vie, mais de notre ego lorsque nous persévérons dans un masochisme érogène ou dans un sadisme jouissif. Et d'autres s'y retrouvent aussi, et font les jeux de pouvoir et de séduction qui occupent tant de collectifs. Pulsion de vie et pulsion de mort ne sont que les deux faces d'un même élan. C'est ainsi que nous allons nous intéresser aux pulsions qui les composent, les pulsions partielles, selon l'organe du corps qui les loge et qu'elles cherchent à satisfaire, et ceci depuis l'éveil sensoriel, moteur et psychique de notre enfance. Celles-ci, nous les avons tous en partage sans préjuger de l'histoire et de la trajectoire ultérieure de chacun. Il est possible en quelque sorte, et cela a été fait par les sciences humaines, de catégoriser les quelques grandes tendances pulsionnelles selon leur évolution constatée lors des stades du développement psycho-affectif, lors de la croissance de l'enfant. Ces stades sont revisités régulièrement par les adultes que nous sommes, puisque chaque épreuve et chaque nouvelle rencontre présente un potentiel régressif. Nous y transférons notre expérience originelle de pareilles situations et de pareilles relations sans en avoir une conscience claire, et nous les résolvons ainsi chacun à notre manière, à la manière de nos premiers élans vitaux. Ce qui fut lorsque nous étions enfants reste du domaine de notre inconscient. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.